Yeah. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Depuis le début de la vague d'attentats en janvier 2015, le recrutement des réservistes est en plein essor dans la gendarmerie et l'armée de terre, selon le ministère de la Défense. Après une formation, ces jeunes recrues prennent sur leur temps libre ou leur congé professionnel pour remplir des missions militaires. Exemple en Savoie avec des réservistes enrôlés dans un bataillon de chasseurs alpins. Après plus de 5000 km sur les routes, le Tour de France est arrivé dans notre région avec 3 jours de course en Savoie et Haute-Savoie. Contre la montre, aujourd'hui entre Sallanches et Megève. 17 km à parcourir avec la redoutable côte de Domancy. Et parmi les coureurs, un des spécialistes mondiaux du contre-la-montre, le Haut-Savoyard Jérôme Coppel. Son portrait dans ce journal. Enfin, Manuel Valls était cet après-midi à Saint-Martin-la-Porte, en Maurienne, sur le chantier de la future liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. Le Premier ministre a inauguré le tunnelier chargé de creuser les 9 km du premier tronçon du futur tube sud du tunnel. Certains collectifs d'opposants en ont profité pour dénoncer le coût du projet, appelant à développer le ferroutage. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale, dont voici l'un des principaux titres. Une opération antiterroriste s'est déroulée cet après-midi à Argenteuil. Visiblement, les policiers de la DGSI et du RAID ont réagi après un renseignement anonyme faisant état d'un projet d'action violente. Des perquisitions ont eu lieu à 2 endroits. Ils sont étudiants, salariés ou retraités et quelques semaines par an, ils sont militaires, ce sont les réservistes. Leur nombre ne cesse d'augmenter depuis les attentats. Nous avons suivi à Aix-les-Bains la formation de ces hommes et ces femmes enrôlés dans un bataillon de chasseurs alpins. Xavier Schmitt, Vincent Abran. 3 réservistes en patrouille dans le cadre de l'opération Sentinelle lancée depuis les attentats. Marie, 21 ans, est étudiante en relations internationales. Après un premier engagement, elle a rempilé pour 3 années. Elle est toujours aussi motivée. Ma motivation première, je pense que c'est de dépasser ma simple condition de jeune étudiante pour mettre au service de quelque chose de plus grand. Et je pense que la France en a besoin aussi en ce moment. Et notamment pour soulager aussi les camarades d'actifs qui sont sur plusieurs fronts et qui n'ont pas beaucoup de permission, notamment à cause des récents événements. La vague d'attentats a provoqué un regain de l'engagement. Le 27e bataillon de chasseurs alpins est passé de 160 à 200 réservistes. Ils sont opérationnels après une formation d'1 an. L'instruction doit leur permettre de remplir les mêmes missions que les militaires d'active. Utiliser son arme, pouvoir porter secours, au niveau des transmissions, au niveau des moyens techniques que nous avons à notre disposition pour pouvoir assurer les missions. La sélection est limitée aux 17-35 ans. L'activité militaire est de 30 jours par an en moyenne. Comme Florian, 25 ans, technicien en électronique, les réservistes endossent l'uniforme pendant leur congé de la vie civile, parfois aussi sur leur temps de travail. On a des périodes de réserve qui sont sur les week-ends et pour des missions qui sont un peu plus particulières, l'employeur est très conciliant et comprend tout à fait qu'on puisse être appelé à venir défendre et protéger, rassurer les populations. Cette réserve, dite opérationnelle, compte actuellement 28 000 recrues dans l'armée de terre. La loi de programmation militaire veut porter leur nombre à 40 000 d'ici à 2019. Et l'on reparle du Lyon-Turin. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Manuel Valls était à Saint-Martin-la-Porte en Savoie aujourd'hui pour inaugurer le tunnelier qui creusera une galerie sous le Mont-Cenis. Ce tunnel transfrontalier de 57,5 km reliera la France à l'Italie. Il s'agit de pouvoir à l'avenir transporter des voyageurs mais aussi des marchandises et tout cela à un coût. Jean-Christophe Pain, Yves-Marie Glo. Manuel a rencontré Federica. Oh, l'instant n'était pas des plus intimes mais singulier pour ça, oui. Le Premier ministre a dû s'enfoncer dans les entrailles de la montagne à 700 mètres de profondeur pour découvrir l'engin. Un tunnelier de 135 mètres de long, 2400 tonnes, made in Le Creusot par une entreprise française rachetée par des Chinois. 5 mégawatts de puissance, l'équivalent de 8 moteurs de Formule 1. C'est un lieu incroyable où tout le génie des hommes, des ingénieurs, ceux qui sont impliqués dans ce projet révélé ici, dans cette cathédrale, dans cette immense grotte. Devant un tel spectacle, oubliez les doutes de la Cour des comptes, les critiques de multiples opposants. Aujourd'hui,
À travers le Lyon-Turin, le Premier ministre en personne est venu affirmer l'engagement européen de la France. 2,2 milliards d'euros, 25% de l'investissement total, pour lequel Manuel Valls annonce la création d'un fonds spécifique. Ce fonds sera alimenté par les résultats des tunnels routiers du Mont Blanc et du Fréjus. Il pourra également se voir affecter de nouvelles recettes, telles l'Eurovignette préconisée par les parlementaires Michel Destaut et Michel Bouvard, que je salue. Au cœur de la montagne, dans la solitude des profondeurs, loin du Premier ministre, qui a bien d'autres chats à fouetter, Federica va maintenant se mettre à l'ouvrage, creuser ce qui deviendra d'ici 2029 le tube sud du tunnel Lyon-Turin. Alors, de nombreuses associations opposées au Lyon-Turin ont profité de cette visite pour dénoncer ce qu'ils qualifient de projet inutile. Ils pointent du doigt le coût très important, l'impact des travaux sur l'environnement, mais aussi certains se demandent pourquoi les élus n'ont pas privilégié la rénovation de lignes actuelles permettant le ferroutage. Je vous propose d'écouter à ce sujet Marc Pascal, représentant de la CIPRA, la Commission internationale pour la protection des Alpes. Nos associations sont en colère par rapport à cette inauguration parce que plutôt que d'inaugurer un tunnelier, nous on aurait aimé qu'il inaugure une plateforme de chargement des camions sur le train à Ambérieu ou à Dijon, parce que ça c'est possible tout de suite et ça permettrait de mettre des camions sur le train tout de suite et de diminuer considérablement la pollution dans les vallées de l'Arve, de la Maurienne et de la Cluse de Chambéry. Pourquoi attendre effectivement 30 ans, ce qui est le temps des travaux du Lyon-Turin, alors qu'on peut, avec des coûts très très réduits, minimes, puisque les installations existent déjà, mettre des camions sur le train à Ambérieu, Dijon ou Valence. On ouvre une page Tour de France à présent, puisque les coureurs sont dans les Alpes. Et parmi eux, le régional de l'étape, Jérôme Coppel. Le Haut-Savoyard a décroché la 11e place dans le contre-la-montre entre Sallanches et Megève. Une étape remportée par le leader, Christopher Froome. Jérôme Coppel, donc l'un des spécialistes de la discipline. Son portrait avec Jean-Christophe Solari et Christian Mathieu. Bonjour à tous, ici à Megève, c'est une journée d'euphorie sportive qu'a vécu le public du Pays du Mont-Blanc avec ce contre-la-montre du Tour de France. Tout au long de la journée, ce public était massé au bord de la route à 2 pas des coureurs qui sont eux lancés à la recherche du temps. Et il y en a un qui jouait à domicile, c'est Jérôme Coppel, le Haut-Savoyard de l'équipe suisse IAM. Et il s'est fait plaisir, vous allez le voir. Après plus de 2 semaines de course, Jérôme Coppel, 29 ans, a le regard encore pétillant. Le contre-la-montre, c'est son domaine. Il a été champion de France en 2015. Et ici, à Sallanches, nous sommes dans son jardin. Jérôme Coppel est né à Annemasse. Là, c'est vraiment chez moi. Je suis pas loin de chez moi. Et bon, j'ai passé toute ma jeunesse ici au ski-études. Donc voilà, les routes d'ici, je me suis beaucoup entraîné dessus. Donc c'est toujours sympa. Sur la côte de Domancy, qu'il connaît par cœur, il sait qu'il aura un public acquis à sa cause. En Haute-Savoie, il n'y a pas beaucoup de cyclistes et puis ils supportent vraiment les sportifs. Ici, c'est quand même une terre de sport, donc que ce soit les skieurs ou les autres sportifs, on est vraiment soutenus. Donc, puis je pense revoir des visages que je n'ai pas vus depuis longtemps, donc ça va être sympa. Parti à 14h09, Jérôme Coppel aborde la côte de Domancy sur un bon rythme. Les sensations sont bonnes, les encouragements du public atténuent la douleur, mais il ne se laisse pas griser pour autant. C'est assez facile de partir fort dans l'euphorie, il y aura du monde dans la côte de Domancy, on ne sent pas trop les jambes, mais une fois qu'on va sortir direction Combloux, là ça va être un peu plus compliqué, c'est là qu'il faudra pousser les watts, donc voilà, il faut essayer de gérer, quoi. Le coureur au Savoyard signe le meilleur temps à son arrivée, 31 minutes 58 secondes. Ouais, j'ai beaucoup d'encouragement, ça fait du bien quand on est soutenu comme ça aide à aller un peu plus loin, quoi. Ouais, ça donne de la force. Ouais, bon, on a toujours mal aux jambes, mais on va un peu plus loin dans la douleur, donc ça c'est cool. Et ce temps de référence pourrait servir à Jérôme Coppel dans la poursuite de sa carrière. Son sponsor IAM a en effet décidé d'arrêter son activité dans le vélo après le Tour de France. Demain, avant-dernière étape entre Albertville et Saint-Gervais, 146 km. Et une des toutes dernières chances pour les coureurs français d'enlever une victoire d'étape, et notamment Romain Bardet. Et c'est tout ce qu'on espère pour lui. Et en marge de l'étape du jour, la ville de Sallanches tenait à honorer un cycliste qui a fait beaucoup pour sa notoriété, Bernard Hinault. On se souvient que c'est ici en 1980 que le Breton avait remporté les championnats du monde. Une sculpture lui a été dédiée à l'entrée de la ville. Il était présent pour l'inauguration qui s'est déroulée ce matin avant le départ de la course. Serge Vorette, Jean-Pierre Rivet. Voilà, je vous ai représenté le mieux possible, avec une vision de loin,
Et puis beaucoup de détails dans votre cycle aussi, et puis dans votre attaque. Parce que là, on remarque qu'un jour vous étiez en forme. C'était l'attaque juste quand vous lâchez. Et pour le coup, il l'était en forme ce 30 août 1980. Après un abandon sur le Tour de France, Bernard Hinault avait promis de gagner ses championnats du monde à Sallanches. Alors il dictera sa cadence durant toute la course, lâchant son adversaire principal, l'Italien Baronchelli, dans la côte de Domancy lors du dernier tour. Ah, quelle émotion pour les jeunes que nous étions alors! Oui, sauf que l'émotion en public, 36 ans après, Hinault, c'est pas vraiment son truc. J'ai fait la course que je devais faire le jour où il fallait le faire. C'était chez nous, c'était en France, et j'ai gagné. Et terminé. Voilà. Ça te va? Avec une super équipe. Voilà. Ah, le blaireau, son caractère de cochon, ses mollets d'acier, mais après tout, c'est tout ce qu'on lui demandait. Pour l'émotion, il vaut mieux, largement mieux, se laisser séduire par le regard de l'artiste. Richard Brouard, le Haut-Marnais, a passé 5 semaines avec son équipe à sculpter ces 6 tonnes d'inox et de corten qu'il a voulu volontairement très figuratives. Bernard Hinault, c'était le roi des montagnes. Enfin, moi, je le considérais comme ça. Et puis, je voulais absolument faire une vraie sculpture réaliste où on voit la difficulté de Bernard Hinault dans cette côte de Domancy où il a gagné quand il lâche Baronchelli. Et je me suis inspiré de cette image-là. À ce moment-là, au moment où il lâche dans le dernier tour Baronchelli et qu'il va pour chercher la gagne, eh bien, Bernard Hinault est complètement concentré sur son vélo et tétanisé les muscles tellement il est dans l'effort. Et j'ai voulu le représenter. Voilà ce que j'ai pu faire. Mais le temps passe et les coureurs aussi. Juste avant le départ de l'étape du jour, l'artiste croise le sportif sur le podium. Un regard, une reconnaissance mutuelle. À partir d'aujourd'hui, quand vous entrerez à Sallanches, si jamais vous avez oublié qui a été sacré champion du monde de cycliste en 1980, une montagne d'acier sera là pour vous le rappeler. La belle histoire du jour, c'est cette première mondiale au safari de Peaugres en Ardèche. Zoé, un bébé guépard né dans le parc il y a 1 mois et demi et abandonné par sa mère, a été confiée à une mère adoptive. Cette expérience qui n'avait jamais été tentée sur cette espèce lui a sauvé la vie. Cécile Banazic, Benjamin Métral. Dans la famille guépard, voici Sun, la maman, ses 2 petits Yael et Yoga et leur sœur adoptive Zoé, abandonnée par sa mère biologique à la naissance. En fait, ça, c'en est une qui est d'une autre maman. Et qu'on a mis avec cette maman-là, elle l'a adoptée parce que sa maman, elle, n'avait plus de lait en fait. Pour lui éviter une mort certaine, le safari de Peaugres a intégré Zoé à une autre portée, une famille recomposée, du jamais vu chez les guépards. Ça tombe pas sous le sens dans la mesure où dans la nature, une femelle guépard ne va pas s'occuper des petits guépards d'autres femelles de son espèce. Autant ça existe chez le lion, c'est quelque chose de très courant chez le lion puisqu'il y a un élevage qu'on appelle en crèche. Là, chez le guépard, c'est pas du tout le cas. Je pensais pas que c'était possible, quoi. Parce que je pensais que la maman guépard, elle allait forcément se rendre compte qu'il y avait un petit qui n'était pas elle. Et que du coup, elle allait le rusher et tout. Les vétérinaires ont eux aussi eu quelques craintes pour la première rencontre. On a fait rentrer la mère, là. Et on s'est demandé, si elle allait, ce qu'elle allait faire, vraiment. On ne savait pas du tout. Elle aurait pu la tuer, elle aurait pu la sortir de la caisse et la mettre par terre. Mais imprégnée de l'odeur de ses frères et sœurs d'adoption, Zoé s'est parfaitement intégrée à la portée. Et là, elle pousse celui-ci, elle lui passe sous le cou pour s'installer entre les deux après. C'était une telle expérience riche en émotions pour nous que du coup ça nous ferait vraiment mal au cœur si on devait la faire partir dans le cadre des échanges européens. Donc comme je fais moi-même partie du comité scientifique qui décide du devenir ensuite des animaux, je pense qu'elle elle aura peut-être un petit traitement de faveur puis on va la garder chez nous. Zoé est assurée de rester auprès de sa nouvelle famille pendant 18 mois, puis le safari de Peaugres aimerait en faire sa prochaine mascotte. Suite de notre petit tour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque jour, nous vous proposons de découvrir ce qui fait la richesse de cette région, désormais élargie. Aujourd'hui, Christian Kongsiker nous emmène dans le pays de Gex, entre une chasse aux truffes et une visite au Cern. Tout un programme. Bonjour, bienvenue en Pays de Gex. Nous nous trouvons sur les contreforts des monts Jura. Alors on vous emmène à pied et sous terre visiter le centre d'études et de recherche nucléaire, le CERN. Mais tout d'abord, rencontre avec 2 chasseurs de truffes émérites, Clément et Pistache. Interdiction formelle de dire précisément où nous sommes. Ici, c'est le terrain de jeu de notre duo. Et s'ils œuvrent tout à fait officiellement avec des autorisations, ils préfèrent rester discrets et libres. De toute façon, Pistache, il faut qu'il soit en liberté, lui.
Lui, voilà, il a besoin de travailler en liberté. Après, voilà, il lui faut son indépendance dans son travail et donc je ne pourrais pas le faire travailler en laisse. Clément est un professionnel de la truffe et des champignons. Du haut de gamme qu'il vend aux restaurateurs et sur les marchés tout proches. Là, c'est la saison de la truffe d'été qui commence, une truffe de surface. Donc cette année, avec la pluie, on a la chance d'avoir des très belles truffes en termes de taille. On en trouve aussi des petites, mais pour l'instant, on a quand même une très très belle saison qui démarre. Pistache, le chien, affiche 6 ans au compteur, dont 2 consacrés à son dressage, car la traque à la truffe ne s'improvise pas. C'est 2-3 exercices quotidiens, 20 minutes par exercice. Donc tous les jours, ce pendant, on va dire en tout cas, une année pour avoir des premiers résultats de recherche et 2 années pour vraiment avoir un chien qui soit à l'aise en milieu naturel comme cela. Tap, tap. Alors là, il a mis juste un petit coup de griffe dessus, mais ça ne va pas abîmer la truffe, ça ne va pas la déclasser en catégorie. Donc c'est vraiment ça qui est important quand on travaille avec le chien, c'est de pouvoir stopper rapidement. Et quelle distance il peut couvrir en une seule journée de recherche? Quand même beaucoup. Parce que lui travaille beaucoup, comme il est croisé espagnol, au vent. Donc il va suivre les courants de vent, les odeurs que le vent lui ramène. Et puis si je vois qu'il en a trouvé une à un endroit, stop, pistache. Le faire insister un peu plus sur la zone pour voir s'il n'en a pas laissé une ou 2. La récolte du moment est plutôt bonne. Ces tubercules vont se vendre aux environs de 200 € le kilo au détail. C'est 5 fois moins que la truffe noire, plus prestigieuse. Celle-ci se ramasse en hiver, mais en traqueur de truffe tout terrain, Clément et Pistache, bien sûr, seront fidèles au poste. Après avoir ramassé des truffes à la surface du sol, je vous propose de descendre 100 mètres sous terre pour découvrir le détecteur de CMS. C'est une des 4 expériences menées par le Centre européen de recherche nucléaire. Ça se visite tout l'été et croyez-moi, ça vaut le déplacement. Allez, on y va. C'est un des lieux les plus courus de la région, le Centre européen de recherche nucléaire. Son nom fait un peu peur, à tort. Le mot nucléaire, ça doit être pris au sens étymologique du terme. Le noyau, en latin ou en anglais, nucleus. Et on étudie la structure de la matière. Et les guides au CERN sont des gens qui travaillent au CERN. On n'a pas de guide professionnel. Donc ça peut être un administratif, un électronicien, un physicien, un informaticien, un ingénieur qui va vous faire la visite guidée. Ici se trouve un appareil où viennent se percuter des éléments infiniment petits lancés à très haute vitesse. Le LHC, un anneau souterrain de 27 km de long que le public peut approcher. Pour cela, il faut descendre en ascenseur à 100 mètres sous terre. C'est obligatoire. Ici, pas d'accès direct au lieu de l'expérience, mais on est juste à côté. Les sas de sécurité sont fermés, car quand le détecteur de particules fonctionne, il génère un champ magnétique 100 000 fois supérieur à celui de la Terre. C'est la plus grande machine sur Terre. Cette machine a donc vraiment pour but de faire acquérir de l'énergie aux particules, qui, lorsqu'elles rentreront en collision, cette énergie va se transformer en nouvelles particules, le boson de Higgs, une particule à découvrir dans les mois et les années à venir. Et les particules vont aller à presque la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Donc elles vont faire le tour des 27 km du LHC, 11 000 fois chaque seconde. Une visite pour toucher du doigt la recherche fondamentale, du tourisme technologique, comme on en voit peu. C'est un lieu incontournable, c'est un lieu important et qui est surprenant. Vraiment, les gens sont étonnés de ce qu'ils voient ici. Pourquoi ? Parce que c'est inquiétant, on va visiter quelque chose qui fait peur, c'est technique, c'est compliqué. Et en vrai, au bout du compte, on apprend plein de choses et on découvre que finalement, la technique, c'est aussi la vie quotidienne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui en Pays de Gex, sous la terre ou à la surface de la terre. Je vous propose de vous retrouver demain, toujours en Pays de Gex, mais cette fois-ci sous le signe du vélo. Et pour nos 2 amis, la chasse à la truffe continue, n'est-ce pas? Tout à fait. Pistache, continue. Allez, on y va, mon chien. Le retour de Pierre David à Chambéry. Cet artiste chamonniard expose jusqu'en septembre au musée des Beaux-Arts. Après son œuvre baptisée Nuancier en 2014, il nous propose aujourd'hui une démarche totalement atypique intitulée « De l'usage de l'autre ». Denis Vigneault-Duguet et Dominique Sommet. À la fois plasticien, scénographe et designer, Pierre David est un artiste aux multiples facettes
Fasciné par la figure humaine, il réalise depuis les années 80 un travail dans lequel le corps tient le rôle principal. Ainsi, par exemple, dans cette série de portraits baptisée Testostérone, il transforme les visages en y ajoutant le symbole même de la virilité. Une vingtaine de portraits de femmes qui sont toutes des employées de l'Opéra de Lyon, que Pierre David a fait poser avec des fausses moustaches, des barbes, d'où le titre de la série Testostérone. Et c'est une série qui propose une fiction d'imaginer ce que serait l'image de la femme si elles avaient pris comme contraceptif la testostérone. Et quelle serait aujourd'hui finalement la représentation de la femme si on était vraiment dans ce monde-là et dans cette fiction. Dans toutes les séries exposées, la figure humaine est présentée sur fond neutre, en buste, à mi-corps ou même fragmentée. Dans tous les cas, Pierre David tente ainsi de garder la trace d'une rencontre, d'un échange, une façon de saisir le regard de l'artiste sur son modèle et l'image que celui-ci lui renvoie. Comme une expo dans l'expo, les murs qui supportent les différents portraits ont été repeints aux couleurs de nuancier, cette œuvre proposée ici même en 2014 et qui offre aux visiteurs un nuancier de la couleur de peau de 40 Brésiliens. Pierre David, en 2009, fait une résidence au musée d'art moderne de Salvador de Bahia et il va photographier ses 40 employés et classer ces 40 employés par leur couleur de peau. Et il va faire réaliser par une société qui s'appelle Seekens, qui a du coup mécéné l'exposition, qui nous a offert cette peinture. Il a travaillé avec eux pour réaliser des vrais nuanciers à partir de couleurs de peau. La figure humaine, la mémoire, la mort et son dépassement constituent les thèmes essentiels qui traversent toutes les œuvres de Pierre David. L'artiste met en scène l'humain et renvoie sans cesse à l'image que l'on a de l'autre. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, votre agenda culturel de l'été, suivi de votre édition nationale. Demain, à midi, vous retrouverez Christian Deville pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle soirée.